Dieppe-Port, le Hermine-Bretagne. Dieppe-Port de Hermine-Bretagne. Dieppe-Port de Hermine-Bretagne. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. Pour vous signaler la sortie de l'Hermine-Bretagne, retour prévu en cours d'après-midi. La galerie de Dieppe-Port, hein. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Ouais. Ouais. Ok. C'est mouillé. Alors la mission qu'on est en train d'effectuer, c'est donc une mission d'évaluation archéologique sur un corridor qui est censé recevoir les câbles d'alimentation et de récolte d'électricité produite par les champs éoliens Dieppe-le-Tréport. Donc c'est un raccordement qui fait une dizaine de milles de long, de milles nautiques, ça fait 18 km à peu près, et sur lequel il y a eu des surveys, donc des prospections qu'on appelle géophysiques, avec soit du sonar, soit de la magnétométrie, à partir desquelles une sélection d'anomalies sur ces images sonars ont été faites et sur lesquelles on nous a demandé de plonger pour vérifier si ce n'était pas des vestiges archéo. Les anomalies sonores qui nous ont été données, généralement, c'est des dimensions qui sont assez petites. Donc du coup, on peut avoir la belle surprise de trouver une épave ou autre, ou une belle ancre, ce genre de choses, ou on peut tomber sur un amas de filet ou autre débris de pêche contemporain en fait. Donc là, c'est vraiment le jeu, c'est la surprise. Ça peut être très décevant, comme ça peut être magnifique. Un objet qui est sorti de la mer entier, peut faire rêver tout le monde, du moine tibétain, de la personne complètement désintéressée qui va y trouver un intérêt, qui va rêver à ce monde des épaves, jusqu'à celui qui est le plus intéressé par l'objet, par son aspect purement pécunier. En fait, toute la gamme des gens qui rencontrent un objet venu du fond de la mer vont, parce que je m'intéresse aux objets du fond de la mer, vont intéresser, vont provoquer intérêt. Donc en fait, le monde des épaves a cette particularité de pouvoir créer la fascination dans une palette de gens qui sont diamétralement opposés.
Allez, go, 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 go. Allez, oust. Je participe à l'expertise archéologique avec la partie ipso facto du partenariat ipso facto Adramar, donc en tant qu'archéologue plongeuse. Voilà. Et ça me permet de faire un petit peu d'archéologie préventive notamment, ce que j'avais pas eu l'occasion de faire jusqu'ici. L'archéologie préventive qui, elle, impose à tout aménageur qui détruit un site archéologique d'en payer la fouille. Donc il y a tout un dispositif qui commence par un zonage archéologique de la France, on sait à peu près où il y a des choses, où il y a moins de risques d'avoir des choses, par la mise en place d'une prescription de diagnostic, où l'État va demander à d'autres services de l'État ou de collectivités de faire un diagnostic, c'est des expertises, des petits sondages qui vont donner les orientations pour voir s'il faut faire une fouille ou pas. Et s'il faut faire une fouille, quelle période va être concernée, quel spécialiste il va falloir qu'il y ait sur l'opération, et toute une sorte de questions assez précises et assez bien détaillées qui vont orienter les sociétés ou les services d'État qui vont vouloir répondre à l'appel d'offres que l'aménageur émettra, parce que c'est lui qui va payer. Donc l'aménageur émet l'appel d'offres et il va choisir parmi les candidatures qu'il reçoit la société qui jugera le plus à même de faire le boulot, dans les temps, dans le budget qu'il a prévu, tout ça. Tu les pêches, tu en apnée. Tu vas pas être que bon. Oui, de cette façon-là, oui. Ça, le droit. Voilà. Après, il faut pas... Ah, on arrive, 18 mètres, 70. Oh là, oh là, oh là, on la marque comme il faut, quoi. Et vous avez fait des grandes circulaires? Ouais, c'est que ça. Jusqu'à combien? 30 mètres. On a fait 10, 20, 30. Et quand j'étais à 10, Fred il était à 5, et ainsi de suite. Il y a un noyau dur en fait depuis quelques années, avec Sandra, Anne, Béranger, Teddy, Fred, et petit à petit il y a des gens qui viennent se greffer pour compléter les équipes. Cette année c'est une mission qui était courte, on n'avait que 3 semaines de prévu. Il y a eu des années où on a eu pratiquement 3 mois. Donc les gens tournent aussi, à un moment donné où ils ont soit d'autres projets, soit d'autres chantiers, et donc on tourne aussi comme ça. Sur un bateau, chacun a sa fonction. Donc chacun est là pour une bonne raison, a priori. Et sinon, très rapidement, la personne se sent mal. Si elle est là pour rien, ou si elle ne trouve pas sa place, si elle n'a pas de rôle, en fait, elle va être mal, dans le sens où tout va tourner autour d'elle. Mais bon, globalement, sur un bateau, chacun a son rôle et donc est là pour une bonne raison. Les gens qui font ce métier-là savent qu'ils vont être dans un endroit assez réduit et qui vont vivre ensemble, parce qu'on vit ensemble, hein, on mange, on dort dans la même maison, on se déplace. Je crois que c'est ce qui fait que les gens s'entendent bien, parce que je crois que tout le monde prend un peu sur lui, parce qu'on a tous un caractère, hein, moi le premier. On l'a dit tout le temps avec Jojo, on est d'accord, une bonne ambiance, c'est 70% du boulot de fait. Donc il faut impérativement que
l'ambiance soit bonne, que les gens soient souriants, que même s'il y a des problèmes, on peut en parler bien sûr, mais si l'ambiance est bonne, si les gens sont à l'aise, ils sont plus concentrés sur leur boulot et ils n'ont pas peur de mal faire. Donc ça se passe bien. La réussite, c'est l'ambiance. Il faut impérativement que ça se passe bien. Dans la sélection des équipes, il suffit pas d'être un bon archéologue en théorie en fait, et un bon chercheur, un bon scientifique. Il faut être aussi une personne qui s'adapte facilement et qui socialement s'intègre bien. Parce que sinon, on a beau être le meilleur des chercheurs, des chercheurs en archéologie, si on n'a pas l'aspect humain, ça fonctionne pas en fait. Voilà, on trace. Teddy et Mourad. Ouais. Vous avez rangé. Vous avez tout là? Ouais, GPS, est-ce que On recherche. C'est pour que. Attends, il est dans la caisse là. Donne-moi. T'as ton compas? Tu as ton compas? Je sais pas combien. T'as mis où pas là? Tu utilises la tête et les jambes un petit peu. T'as besoin d'avoir la culture générale, la connaissance qui sont liées à ce que tu fouilles pour interpréter ce que tu vois, pour comprendre ce que tu fais. Mais effectivement, t'es un peu dehors. Après, le moment de la fouille, c'est ponctuel dans l'année, surtout pour les fouilles programmées. Et normalement, après, t'as tout l'étude post-fouille, donc du matériel, la mise en place du rapport, les recherches éventuellement complémentaires en archives. Tu fais appel, ou bien tu le fais toi-même, ou bien tu fais appel à un historien spécialisé qui va pouvoir t'aider. De l'or, des pierres précieuses, semi-précieuses, etc. Et du coup, c'est vrai qu'en commençant la première année d'archéologie, enfin première année de licence, tout de suite, ils mettent les choses au clair, en fait. C'est que c'est pas du tout ça, etc. Puis si on s'est un peu renseigné en amont, on voit que c'est pas du tout ça. En fait, l'archéologue passe plus de temps
en bureau à rédiger ses rapports ou en bibliothèque à étudier le mobilier qui a été sorti durant sa fouille ou ce genre de choses, que sur le terrain réellement. Moi, je suis pas un grand fan de l'émotion dans le métier qu'on fait parce que ça a un côté un peu bateau, c'est un côté un peu facile et ça rejoint le chercheur de trésors, la découverte. Alors que nous, ok, la découverte elle peut être sympa, mais moi je serais autant sensible à, oui, le jour où on a découvert la main du colosse à Alexandrie, sous l'eau, c'est une main qui fait 1 mètre de long, c'est un point fermé, que des traces de pattes de chat dans un mortier, dans des bains justement. Parce que ça c'est de l'émotion, oui, mais c'est pas notre intérêt. Enfin moi mon intérêt il n'est pas dans de vivre quelque chose de manière émotive, mais plutôt d'apprendre et de détricoter quelque chose pour arriver à l'expliquer. Ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant, et puis c'est le but de notre travail. L'émotion, elle est à double tranchant. Elle est trop découverte, trop sensationnelle, trop mercantile. C'est aussi ça, l'émotion de trouver un trésor qui vaut de l'argent, quoi. Alors que moi, ce que je fais, c'est pas ça. C'est pas chercher un trésor qui vaut de l'argent. On vient de finir une boucle, je dirais une trajectoire qui est finie, qui s'est terminée dans le temps et d'une manière extrêmement claire, dans le sens où on revient, on pose, soit le bateau arrive à quai, soit on se pose à l'aéroport et on rentre chez soi. Dire voilà, quand on pose le sac chez soi, on revient de quelque part. On revient avec de la fatigue, mais aussi avec une richesse intérieure et une brique de plus à notre construction. On en a construit quelquefois plusieurs briques, quelquefois des pans entiers de murs, tout ça qui se sont... Et on se structure en tel, et notre propre édifice intérieur se construit comme ça. Et là, c'est assez fort. Dans tout ce qu'on fait, là, c'est assez fort.